La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de la petite maison de banlieue à Lyon. À 14 ans, Élise se retrouva sur le trottoir. Un sac à dos rempli à la hâte. Les yeux embués de larmes et de rage. Tandis que sa mère, les bras croisés, la regardait partir sans un mot d'adieu. Des années plus tard, cette même mère, vieillie et affaiblie par la maladie, vit Élise franchir le seuil de la maison familiale. Non plus comme une enfant blessée, mais comme une avocate influente prête à régler les comptes du passé. Élise marchait sous la pluie battante cette nuit-là. Ses pas résonnant sur le pavé mouillé. Le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait nulle part où aller. Pas d'argent. Seulement la certitude que sa vie venait de basculer à cause d'un baiser volé à sa meilleure amie. Surpris par sa mère. Comment une simple étreinte? Un moment de vérité personnelle? Pouvait-elle détruire une famille entière? Élise se réfugia dans un abri de bus. Tremblante. Se demandant si elle survivrait à cette trahison maternelle. Le lendemain matin, Élise se réveilla avec une détermination farouche. Elle contacta une association pour jeunes en difficulté, qui l'hébergea temporairement dans un foyer à Lyon. Là, elle rencontra d'autres adolescents rejetés pour les mêmes raisons, leur orientation sexuelle. Parmi eux, il y avait Sophie. Une fille de 16 ans aux cheveux courts et au regard perçant, qui devint rapidement son alliée. Sophie avait fui une famille conservatrice de la campagne, où l'homosexualité était vue comme un péché impardonnable. Ensemble, elles partageaient des nuits à discuter de leurs rêves brisés et de leur colère contre une société qui les marginalisait. Élise, avec son intelligence vive, décida de ne pas se laisser abattre. Elle reprit l'école avec acharnement, excellant dans les matières littéraires et juridiques. Ses professeurs remarquèrent son potentiel et l'encouragèrent à postuler pour des bourses. À 17 ans, elle obtint une place dans un lycée prestigieux à Paris, loin de Lyon et de ses souvenirs douloureux. Mais le départ n'effaça pas la plaie, chaque lettre non envoyée à sa mère était un rappel de l'abandon. Élise se jurait de réussir, non pour se venger, mais pour prouver qu'elle n'était pas la déviance que sa famille avait condamnée. À Paris, la vie d'Élise prit un tournant inattendu. Elle intégra une université de droit, où elle rencontra Camille, une étudiante brillante de 20 ans, issue d'une famille aisée et libérale. Camille avait les cheveux noirs lisses, des yeux bleus intenses et une assurance qui fascinait Élise. Leur amitié se transforma rapidement en une relation profonde, marquée par des discussions passionnées sur les droits des minorités. Pour la première fois, Élise se sentit aimée pour qui elle était vraiment. Mais cette idylle naissante raviva les vieux démons, Élise craignait que l'amour ne la rende vulnérable à nouveau. Comme avec sa mère. Les conflits intérieurs d'Élise s'intensifièrent. D'un côté, elle voulait embrasser pleinement son identité lesbienne, de l'autre, les cicatrices de son expulsion la faisaient douter. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Élise et Camille se tinrent la main publiquement pour la première fois. Mais ce geste libérateur fut entaché par un appel anonyme, quelqu'un avait informé la famille de Camille de leur relation. Le père de Camille, un homme d'affaires conservateur, menaça de couper les vivres à sa fille si elle persistait dans cette phase. Camille, déchirée, confronta Élise. Est-ce que ça vaut la peine de tout perdre pour nous? Élise, hantée par son propre passé, répondit avec fermeté, si on abandonne maintenant, on perd plus que de l'argent, on perd notre dignité. Cette confrontation marqua le début d'une série de tensions.
Camille, sous la pression familiale, commença à douter. Élise, sentant la trahison poindre, se replia sur elle-même, travaillant d'arrache-pied pour obtenir son diplôme. Elle décrocha un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits humains, où elle défendit des cas similaires aux siens, des jeunes chassés de chez eux pour leur orientation. Chaque victoire judiciaire était une revanche personnelle, mais aussi un rappel de sa propre perte. Un soir, après une audience épuisante, Élise reçut un message de Sophie, son amie du foyer. Sophie avait sombré dans la dépression après une rupture violente et avait besoin d'aide. Élise, malgré sa fatigue, prit le train pour Lyon. En arrivant, elle trouva Sophie effondrée, victime d'une agression homophobe. « Pourquoi la société nous hait-elle autant ?» pleura Sophie. Élise, les larmes aux yeux, promit de l'aider à porter plainte. Cette rencontre raviva les souvenirs de son expulsion, la même ville, la même intolérance. De retour à Paris, Élise confronta Camille sur leur relation vacillante. « Je ne peux pas revivre l'abandon », avoua-t-elle. Camille, touchée, choisit de défier sa famille. Elles décidèrent de vivre ensemble, mais les pressions extérieures ne cessèrent pas. Les amis de Camille murmuraient. Les collègues d'Élise la regardaient de travers. Élise commença à questionner ses choix. Valait-il la peine de lutter contre un système si ancré dans les préjugés? Le climax de cette première phase survint lors d'un dîner familial chez Camille. Son père, apprenant la présence d'Élise, explosa. « Tu vas ruiner ta vie pour ça. » Élise, calme mais ferme, répondit. « Votre fille n'est pas une phase. Monsieur. C'est une personne qui mérite l'amour. » Le père quitta la table, laissant Camille en larmes. Élise paya le prix de sa franchise, une nuit d'insomnie. Rongée par le doute. Était-elle en train de détruire la vie de Camille, comme sa mère avait détruit la sienne? Les années passèrent, et Élise gravit les échelons professionnels avec une détermination implacable. À 25 ans, elle devint associée dans son cabinet, défendant des causes emblématiques pour la communauté LGBT en France. Mais le succès n'apaisa pas ses tourments intérieurs. Camille et elle traversaient des crises récurrentes, les disputes sur l'engagement, les jalousies nées des longues heures de travail. Un jour, Camille confia, « Parfois, je me demande si ton passé ne nous empoisonne pas. » Élise, blessée, répliqua, « Mon passé m'a faite qui je suis. Sans lui, je ne lutterai pas pour nous. » La pression familiale de Camille culmina lors d'un mariage cousin. Invitées ensemble, elles furent confrontées à des regards hostiles et des murmures. La mère de Camille, plus tolérante que son mari, tenta une médiation. « Donne-lui du temps. » Élise. Mais le père, intransigeant, posa un ultimatum à Camille, « Choisis ta famille ou cette vie. » Camille, déchirée entre l'amour et le devoir filial, hésita. Élise, sentant le sol se dérober, quitta la réception seule, le cœur brisé. Était-ce une trahison inévitable? De son côté, Élise reçut des nouvelles de sa propre mère via une lettre anonyme. Sa mère, atteinte d'un cancer, vivait seule à Lyon depuis le divorce avec le père d'Élise. La lettre implorait le pardon, mais sans adresse de retour. Élise déchira le papier. Rageuse,
trop tard pour les regrets. Pourtant, cette missive raviva des souvenirs enfouis, les bons moments d'enfance, avant la découverte de son orientation. Elle confia à Sophie. Maintenant avocate elle aussi, dois-je lui pardonner pour avancer? Sophie, pragmatique, répondit, le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère. Élise décida de enquêter discrètement sur sa mère. Elle apprit que celle-ci avait rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT, cherchant à comprendre son erreur. Cette révélation ébranla Élise, sa mère avait changé? Mais la fierté l'empêcha d'agir. Au lieu de cela, elle se concentra sur un cas majeur, défendre une jeune lesbienne expulsée de chez elle, comme elle l'avait été. Lors du procès, Élise argumenta avec passion contre les discriminations familiales, remportant une victoire qui fit les manchettes. Pourtant, en rentrant, elle trouva Camille en train de faire ses valises. « Je ne peux plus supporter cette lutte constante » dit Camille. « J'ai besoin d'espace. » La rupture fut dévastatrice. Élise se noya dans le travail, évitant les miroirs qui reflétaient sa solitude. Sophie la soutint. Mais Élise refusa de nouvelles relations, craignant la répétition du cycle. Un an plus tard, lors d'une conférence à Marseille, elle rencontra Léa, une activiste de 30 ans, charismatique et engagée. Léa, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire confiant, rappelait à Élise sa propre jeunesse. Leur connexion fut immédiate. Mais Élise hésita, « Je ne veux pas te faire payer pour mes blessures passées. » Léa, compréhensive, répondit, « L'amour vrai guérit. » Il n'ajoute pas de cicatrices. Leur relation naissante apporta un souffle nouveau. Elles voyageaient ensemble, militant pour les droits à travers la France. Mais les ombres du passé ressurgirent quand Élise apprit que sa mère avait tenté de la contacter via son cabinet. Ignorant l'appel, Élise se confronta à un dilemme moral, ignorer signifiait perpétuer la haine. Mais pardonner semblait une trahison envers son moi adolescent. Léa la poussa à réfléchir, « Ta mère a payé le prix de son ignorance. Et toi ?» Un incident dramatique accéléra les événements. Lors d'une manifestation à Paris contre une loi restrictive sur les mariages homosexuels, Élise et Léa furent prises à partie par des contre-manifestants. Léa fut blessée légèrement. Et Élise, furieuse, porta plainte. Cet événement médiatisé attira l'attention de la mère d'Élise, qui apparut à la télévision, avouant publiquement son regret pour avoir chassé sa fille. « J'étais aveugle par les préjugés », déclara-t-elle. Élise, choquée, éteignit l'écran. Était-ce sincère ou une manipulation? La confrontation inévitable approchait. Élise, encouragée par Léa, décida de retourner à Lyon. En chemin, elle repensa à tous les sacrifices, la perte de Camille, les nuits solitaires, les batailles judiciaires. Arrivée devant la maison familiale, elle hésita. Sa mère ouvrit la porte, vieillie, les yeux emplis de larmes. « Élise. Je t'attendais. » Élise, la voix tremblante, répondit, « Pourquoi maintenant? Après tout ce temps ?» La discussion qui suivit fut un torrent d'émotions, accusations, regrets, explications. La mère admit son erreur, influencée par une éducation rigide et des peurs sociétales. Élise, déchirée, avoua sa douleur,
Tu m'as fait douter de mon droit à exister. Cette rencontre marqua un tournant. Élise ne pardonna pas immédiatement, mais accepta un dialogue. De retour à Paris, elle confia à Léa, c'est le début d'une guérison. Mais le prix est élevé. Léa, supportive, renforça leur lien. Pourtant, des doutes persistaient, pouvait-on vraiment réparer les dommages d'une trahison familiale? La relation avec Léa s'épanouit. Mais les défis sociétaux persistèrent. En France, malgré les avancées légales, les préjugés restaient ancrés dans les mentalités. Élise, maintenant une figure publique, recevait des menaces anonymes pour ses plaidoyers. Une nuit, leur appartement fut vandalisé avec des graffitis homophobes. Léa, effrayée, questionna, est-ce que notre amour vaut ces risques? Élise, déterminée, répondit, si on recule, il gagne. Mais intérieurement, elle se demandait si sa quête de justice n'était pas en train de détruire leur bonheur. Parallèlement, le dialogue avec sa mère progressa lentement. Des appels sporadiques devinrent des visites occasionnelles. La mère, affaiblie par la chimiothérapie, partageait des anecdotes d'enfance, tentant de reconstruire un pont. Élise, méfiante, posait des questions incisives, as-tu vraiment changé? Ou est-ce la peur de la mort? La mère, honnête, admit, les deux. Mais je regrette chaque jour. Ces échanges forcèrent Élise à confronter ses propres préjugés. Pouvait-on accorder une seconde chance sans se trahir soi-même? Un conflit majeur surgit quand Léa reçut une offre professionnelle à Bordeaux, loin de Paris. C'est une opportunité en or? Dit Léa. Élise, attachée à sa carrière, refusa de déménager. La dispute escalada, tu priorises toujours ton travail sur nous, accusa Léa. Élise, défensive, répliqua, mon travail est ma revanche sur le passé. Cette tension raviva les souvenirs de la rupture avec Camille, forçant Élise à une introspection profonde. Était-elle condamnée à répéter les mêmes erreurs? Sophie, fidèle amie, intervint lors d'un déjeuner à Lyon. Tu dois choisir, la vengeance ou l'amour? Élise, émue, réalisa que sa rigidité était une armure contre la vulnérabilité. Elle proposa un compromis à Léa, alterner entre les villes. Léa accepta. Mais avec une condition, affrontons ton passé ensemble. Elles décidèrent de rencontrer la mère d'Élise à Troyes. La réunion fut tendue, la mère, surprise par Léa, balbutia des excuses maladroites. Léa, diplomate, facilita le dialogue, révélant des vérités douloureuses. Élise pleura pour la première fois en années, libérant une partie de sa rage. Cependant, une trahison inattendue frappa. Un collègue d'Élise, jaloux de son ascension, divulgua des détails personnels sur son passé dans la presse. L'article titrait « L'avocate lesbienne chassée par sa mère, vengeance ou justice ?» Élise, furieuse, poursuivit en justice. Mais le dommage était fait. Sa mère, humiliée publiquement, annula une visite. Tu m'as exposé? Accusa-t-elle. Élise, dévastée, répondit, ce n'était pas moi. Cette épreuve testa leur fragile réconciliation. Léa soutint Élise, c'est une opportunité pour prouver ta force. Élise remporta le procès contre le collègue,
renforçant sa réputation. Mais le coût émotionnel fut élevé, insomnie, anxiété. Elle consulta un thérapeute, explorant ses traumas. Votre expulsion a créé une peur de l'abandon? Diagnostiqua le spécialiste. Élise, éclairée, commença à guérir, partageant plus avec Léa. Leur relation s'approfondit, marquée par des moments d'intimité émotionnelle. Un haut fait judiciaire marqua cette période. Élise défendit une loi nationale pour protéger les mineurs LGBT des expulsions familiales. Son témoignage personnel devant l'Assemblée émut l'audience. J'ai été chassée à 14 ans. Ne laissons pas cela arriver à d'autres. La loi passa. Une victoire collective. Mais en coulisses, sa mère envoya un message. Je suis fière de toi. Élise, touchée, répondit pour la première fois positivement. Pourtant, les motins haussés persistaient. Léa, impliquée dans l'activisme, fut arrêtée lors d'une manifestation illégale. Élise, en tant qu'avocate, la défendit. Mais questionna, était-ce nécessaire de risquer tant? Léa répliqua, pour le changement. Oui. Cette divergence révéla leurs différences. Élise préférait les batailles légales. Léa l'action directe. Elles naviguèrent ce conflit, renforçant leurs liens par le compromis. La phase culmina lors d'un voyage en Provence, où Élise proposa à Léa. Malgré tout, je choisis toi. Léa accepta, larmes aux yeux. Mais au retour, une nouvelle choquante, la mère d'Élise, en rémission, annonça son intention de vendre la maison familiale. C'est trop de souvenirs, expliqua-t-elle. Élise, confrontée à la perte symbolique, dut décider, acheter pour préserver ou laisser partir? La décision sur la maison familiale pesa lourd sur Élise. Acheter signifierait ancrer dans le passé, laisser partir. Une libération. Avec Léa, elles visitèrent Lyon. Face à la maison, Élise revécut l'expulsion, la porte claquée. La pluie. C'est ici que tout a commencé, murmura-t-elle. Léa, supportive, suggéra, transformons-la en quelque chose de positif. Comme un centre d'accueil. L'idée illumina Élise. Mais sa mère refusa, c'est mon passé aussi. Le conflit familial ressurgit, forçant une négociation tendue. Élise, déterminée, proposa un compromis, cofinancer la rénovation. La mère, réticente, accepta après une discussion émouvante. Je veux réparer, avoua-t-elle. Ce projet unit mère et fille, mais révéla des secrets. La mère confia avoir été influencée par son propre père rigoriste, perpétuant un cycle de préjugés. Élise, empathique, réalisa, nous sommes toutes victimes de la société. Parallèlement, la carrière d'Élise atteignit un pic. Nommée à un poste au Conseil d'État, elle influençait les politiques nationales sur les droits LGBT. Mais le pouvoir attira des ennemis, un politicien conservateur la calomnia publiquement, l'accusant de partialité. Élise, outrée, contre-attaqua avec un discours viral, mon orientation n'invalide pas ma justice. Le soutien massif renforça sa position, mais le stress affecta sa santé. Léa insista, prends du repos, ou tu perdras tout. Élise, récalcitrante,
Ignora l'avertissement, menant à un burn-out. Hospitalisée pour épuisement, Élise réfléchit à ses priorités. Sophie visita, tu as prouvé ta valeur. Maintenant, vis pour toi. Léa. À ses côtés. Promis, ensemble. On équilibre. Cette crise força Élise à déléguer, apprenant que la force réside dans la vulnérabilité. De retour, elle réduisit ses heures, se concentrant sur leur mariage imminent. La préparation du mariage apporta joie et tension. Les familles furent invitées, celle de Léa. Ouverte, celle d'Élise. Réduite à sa mère. Le père d'Élise, absent depuis des années, refusa. La mère, nerveuse, confia, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Élise, rassurante, répondit, ton présence est un début. Mais un scandale éclata, un tabloïd révéla des détails sur l'expulsion d'Élise. Citant une source anonyme. Soupçonnant un proche, Élise enquêta, découvrant que c'était un ancien ami de Camille. Rancunier. La confrontation fut amère, tu as trahi pour de la vengeance? Il admit, menant à une plainte. Cet incident testa la loyauté. Léa, furieuse, soutint Élise, on surmonte ensemble. La mère, culpabilisée, offrit, utilise mon témoignage pour contrer. Élise accepta, transformant la négativité en plaidoyer public pour la tolérance. Le mariage, à Paris, fut émouvant, vœux sincères, invités divers. La mère prononça un toast, à l'amour que j'ai appris trop tard. Élise, émue, pardonna partiellement. Post-mariage, les défis continuèrent. Léa et Élise adoptèrent un enfant, naviguant les bureaucraties pour couples homosexuels. Les critiques sociétales affluèrent, pas naturelles, murmuraient certains. Élise, défendant leur famille, engagea des débats médiatiques. Intérieurement, elle luttait, suis-je en train d'imposer mes batailles à notre enfant? Léa rassura, on lui donne l'exemple de la résilience. Un twist dramatique survint quand Camille réapparut. Devenue journaliste, elle contacta Élise pour une interview. Je regrette notre fin, avoua Camille. Élise, mariée, refusa toute ambiguïté, le passé est clos. Mais Camille révéla, j'ai aidé ta mère à te contacter initialement. Cette révélation ébranla Élise, une chaîne de connexion inattendue. Elle confronta sa mère, qui confirma, Camille m'a ouvert les yeux. Élise, confuse, questionna ses choix passés. La tension culmina lors d'une conférence où Élise et Camille débattirent publiquement. Les échanges vifs exposèrent des vérités, regrets, croissance. Élise conclut, les erreurs nous définissent si on les laisse. Cette expérience renforça son mariage, mais planta des graines de doute, et si elle avait choisi différemment? Avec le temps, Élise et Léa construisirent une vie stable, élevant leur fille adoptive, Marie, dans un environnement d'amour et d'acceptation. À 30 ans, Élise équilibrerait carrière et famille. Mais les échos du passé persistaient. Sa mère, en rémission complète, devint une grand-mère attentive, réparant les liens brisés. Lors d'un dîner familial, elle confia, j'ai payé cher mon ignorance solitude. Regret. Élise, apaisée,
répondit, nous avons toutes payé. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Marie, à 10 ans, fut harcelée à l'école pour avoir 2 mamans. Élise, furieuse, intervint, plaidant pour des programmes antidiscrimination. Léa, plus modérée, avertit, ne transforme pas ça en croisade personnelle. Élise, réfléchissant, opta pour une approche équilibrée, enseignant à Marie la résilience. Cet incident raviva ses traumas, le cycle se répétait-il? Professionnellement, Élise fut promue à un rôle européen, défendant les droits LGBT à Bruxelles. Les voyages stressèrent leur mariage, absence, fatigue. Léa exprima, je me sens seule parfois. Élise, coupable, promit des changements. Mais une opportunité majeure surgit, présider une commission sur les discriminations familiales. Accepter signifiait plus de sacrifices, refuser, trahir ses convictions. Léa posa l'ultimatum, choisis-nous. Élise, déchirée, déclina, priorisant la famille. Le vrai pouvoir est dans l'équilibre, déclara-t-elle. Cette décision marqua une THC-TNH. Élise écrivit un livre sur son parcours. Chassée et revenue, devenant best-seller. Les témoignages affluèrent, des lecteurs partageant des histoires similaires. Sa mère contribua à un chapitre, avouant publiquement. Élise, fière, réalisa, la guérison collective surpassait la vengeance individuelle. Cependant, une dernière trahison testa tout. Sophie, son amie fidèle, fut impliquée dans un scandale, accusée de corruption dans un cas. Élise, choquée, enquêta, découvrant que Sophie avait couvert une erreur pour aider une victime LGBT. Le dilemme moral, défendre Sophie risquait sa carrière, l'abandonner. Une trahison. Élise choisit la loyauté, défendant Sophie pro bono. Les choix gris définissent l'éthique, argumenta-t-elle. Sophie fut acquittée. Mais leur amitié changea, plus nuancée, plus réelle. Les années consolidèrent la paix. Élise, à 40 ans, regarda en arrière, expulsion, rupture, victoire. Avec Léa, elles renouvelèrent leurs vœux, célébrant la persévérance. La mère, âgée, décéda paisiblement, laissant un legs de rédemption. Élise, en deuil, trouva la closure. Dans cette saga de douleur et de triomphe, Élise apprit que l'amour défie les normes. Mais à quel prix? Les sociétés évoluent. Mais les cœurs blessés guérissent-ils vraiment? Le pardon envers ceux qui nous ont trahis est-il une force ou une faiblesse?